Bonjour, je suis Lucas Chevalier du Mouvement européen de Gironde. En cette fête de l'Europe 2021, il était impensable de ne pas nourrir le débat sur l'Europe. Alors, nous avons pensé à deux événements. Le premier, un webinaire organisé par le Mouvement européen de Gironde pour valoriser des projets de terrain. C'est à 18 heures en ligne. Le deuxième, et nous y sommes, dans la galerie de Christian Palatier, c'est pour organiser une conférence sur l'art contemporain et l'Europe pour convoquer en effet les questions d'identité européenne, de valeurs, d'avenir, de citoyenneté. Vous allez le voir, l'Europe, l'art contemporain ne sont pas des sujets aussi élitistes ou éloignés qu'on pourrait le croire. Donc c'est ça qui est intéressant. Ce soir, vous avez la compétence de Christian Palastier, qui est un expert de l'art contemporain, le galeriste de la galerie Bakery Art Gallery à Porto, que je vous invite à découvrir. Évidemment, c'est un conférencier hors pair, commissaire d'exposition et le directeur de connaissances de l'art contemporain. Donc, nous avons le soutien pour ces deux événements du mouvement européen et de Bordeaux Métropole. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne conférence avec Christian Palatier. Donc, Christian, présentez-nous en quelques mots cette conférence sur l'art contemporain. Quand on a échangé, quand on a commencé à réfléchir sur cette thématique de la journée de l'Europe, il nous est apparu que lorsque je parcourais les expositions autour du monde et que je parlais avec des artistes africains, américains, chinois, et qu'on leur posait la question de savoir s'il existait un art contemporain européen, tous me disaient oui. En revanche, dès que je rentrais en Europe et que j'interrogeais un artiste français, allemand, espagnol, italien, lituanien, etc., enfin, l'un des 27 membres de la communauté, on me répondait pratiquement systématiquement non. Alors, qu'est-ce que cela signifie, cette transparence, cette invisibilité de la question européenne? Je pense que ça pose d'excellentes questions et on va tout de suite les creuser ensemble à travers ce moment qui va nous faire voyager dans une trentaine d'années d'art contemporain. Et on va commencer tout de suite avec ces œuvres, cette image-là, cette double image, vous voyez, où on voit, je pense que c'est important d'interroger l'Europe sous l'angle de l'actualité. Et la pandémie a déjà fait une centaine de milliers de morts, malheureusement, ici en France. On voit effectivement ce cœur adressé par les scientifiques. Et puis, l'année dernière, je vous rappelle que l'on fêtait le 70e anniversaire de la signature du traité par Robert Schuman en 1950, mais c'était aussi le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Un monde plus sûr et en même temps un acte fondateur. Donc, au sein même de l'Union européenne, on voit que s'exprime la difficulté de trouver un langage commun, alors que l'Union européenne est, et nous en sommes tous persuadés ici, un laboratoire unique à la surface de la Terre. Il n'y a pas d'autre État, finalement, supranational, au fond, que l'Union européenne. Trouver un langage commun n'est pas plus facile pour les artistes que pour le reste des Européens. Et encore faut-il qu'il signifie quelque chose. Alors, bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant « l'Europe, 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 ça n'aboutit à rien et ça ne signifie rien », comme le disait le général de Gaulle en ballottage après le premier tour dans une campagne télévisée en 65, dont je vous montre un petit extrait de l'INA. Il est interviewé par Michel Droit et je laisse la parole au général. Il est absolument normal que s'établisse entre ces pays occidentaux une solidarité. C'est cela l'Europe. Et je crois que cette solidarité doit être organisée. Il s'agit de savoir comment et sous quelle forme. Alors, il faut prendre les choses comme elles sont, car on ne fait pas de politique autrement que sur des réalités. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien et ça ne signifie rien. Je vous montre une première œuvre de Peter Fenn qui nous permet de mieux saisir comment l'Europe se pose comme un lieu de diversité. Vous savez, Schuman disait l'Europe ne sera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. On est aujourd'hui le 9 mai, symbole européen, la journée de l'Europe qui, aux côtés du drapeau, de l'hymne, de la devise et de la monnaie unique l'euro, identifie l'Union européenne en tant qu'entité politique. Et donc l'édition 2021 se place sous le signe de la solidarité européenne, ensemble, mais on le sait, le débat n'est évidemment pas de même nature d'un bout à l'autre des 27 pays membres de l'Europe. Alors,
Pourquoi en serait-il différemment dans l'art? Voyez un artiste américain ici, Peter Fend, qui produit des scénarios in situ et après les avoir réalisés, ils ont pour objectif d'améliorer réellement le monde du vivant. Alors que voyons-nous? Eh bien, ici, 13 territoires abstraits, la symbolique des 12 étoiles ayant été remplacée là par d'autres territoires qui sont morcelés. On voit ce grand drapeau dans l'espace d'exposition et Peter Fend qui pointe la principale difficulté qui pèse sur le fonctionnement de la communauté européenne, c'est-à-dire celle d'une grande inégalité en dimension, en ressources, en population entre les États membres. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, on a une prédominance de 83 millions d'habitants dans l'Allemagne réunifiée. Alors, le mouvement de l'Europe, il se fait par la géographie. Et pour un géographe, l'Europe n'est pas un continent au sens strict du terme. Vous comprenez bien que les limites terrestres de l'Europe ont toujours été imprécises à l'Est, parce qu'il n'existe pas de limite clairement définie de relief ou de mer qui viendrait céder l'Eurasie. Alors, je vous montre là une œuvre de Marco Godinho. Il est portugais, il est né en 1978, il a grandi au Luxembourg et il a partagé sa vie entre son pays d'accueil, donc le Luxembourg, et Paris. Voilà une œuvre qui s'intitule Le Monde nomade, qui appartient au FRAC, au Fonds régional d'art contemporain Lorraine, et elle reflète son expérience personnelle qui est marquée par le déracinement répété, la recherche continuelle de l'errance, de la migration et du déplacement. Une carte physique en papier découpée en 60 bandes verticales qui correspondent à la mesure du temps naturellement, en secondes, en minutes. Et puis les minces bandes, vous voyez, qui s'enroulent sur elles-mêmes, qui peuvent se composer à l'envi et qui proposent, au gré des interventions, des visions éphémères. Alors les bandes, évidemment, se déroulent lentement, selon la température de l'espace. Elles peuvent être stockées, comme vous le voyez sur le côté dans la seconde image, après avoir été entourées avec des élastiques dans un tube transparent, rendant l'objet aisément transportable. Donc vous voyez, on a, en associant concrètement ce monde de papier sous forme de rouleau dans un tube ou de façon plus abstraite en le soumettant aux conditions atmosphériques, un artiste nomade qui nous propose une vision poétique et qui dépasse les enjeux géopolitiques. C'est, je crois, une façon de nous expliquer que la conscience du monde resserre à l'Europe, parce que c'est ça qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est une forme mouvante, une forme éthérée, un monde vivant et sensible traversé par les courants des hommes et des femmes qui l'habitent. À l'occasion de la 58e Biennale de Venise en 2019, c'était Marco Godinho qui représentait le Luxembourg dans le nouveau pavillon à l'Arsenal dans l'exposition Brighton by Water. Et pour marquer et pour se faire remarquer dans cette immense biennale internationale, Marco Godinho avait choisi une voie plutôt poétique encore une fois. En entrant dans le pavillon où est prise cette photo, le visiteur était accueilli par une projection monumentale où on voit un jeune homme face à la mer lire l'Odyssée d'Homère, texte éminemment fondateur de notre culture occidentale, tout en étant lié à la mer, à la poésie et à l'oralité. Et au fur et à mesure de sa lecture, il arrache chaque page lue et l'offre à la mer, en signe d'un partage, un partage culturel qui invite à la paix et à la compréhension. Un char peint en blanc, portant le mot « yes », face à un char identique portant le mot no. On est dans le port d'Oslo, c'est une œuvre de Morten Travik de 2011. Les projets de Morten Travik sont à la frontière entre les arts et le politique et montrent comment les stratégies et les expressions artistiques sont caractérisées par l'ambiguïté, sont caractérisées par les multiples couches d'interprétation. Morten Travik est réalisateur, écrivain, musicien, il est norvégien, il est basé entre Oslo et Stockholm, mais il travaille dans un large éventail de genres artistiques et de frontières internationales. En 2010, il était le premier, je crois jusqu'à présent le seul artiste en résidence au sein des forces armées norvégiennes. Il est connu pour une série de collaborations pionnières avec des artistes et des autorités culturelles nord-coréennes. Et vous voyez ici une image de sa récente exposition rétrospective qui s'intitulait Power Games, qui a été la première au monde à être exposée simultanément en Corée du Nord et aux États-Unis. Et donc on voit cette grande photo avec, si on s'approche au fond de la galerie, eh bien on peut distinguer les pieds de soldats, en l'occurrence, je vous le dis, et qui portent des cartes, comme on peut le voir dans les grandes manifestations en Corée du Nord. Voici une image, je m'excuse, elle n'est pas de très belle qualité, mais je n'en ai pas trouvé d'autres. Alors, que voit-on? Eh bien,
Morten Travik a organisé avec plusieurs directeurs artistiques de Corée d'enseigner à environ 250 gardes frontières norvégiens à créer un spectacle similaire, mais à plus petite échelle, que l'on voit d'habitude dans les rassemblements de cartes de masse organisés à Pyongyang. Et le spectacle a été fait au festival Barents Spectacle en février 2012 dans le nord-est de la Norvège, près de la frontière russe, qui était elle-même une zone isolée et militarisée pendant la guerre froide. Je pense que vous avez parfaitement compris le rapprochement. L'Europe, finalement, ne cesse d'être un espace en construction et il est important de pouvoir comparer l'Europe au reste du monde. Certains d'entre vous ont déjà reconnu la Casa da Musica de Rem Koolhaas à Porto, un bâtiment qu'il a construit en 2005. Rem Koolhaas est un architecte, un théoricien de l'architecture, un urbaniste néerlandais. Extrêmement important. Il a construit entre autres le Guggenheim de Las Vegas, l'ambassade des Pays-Bas à Berlin, la bibliothèque centrale de Seattle ou encore, comme vous le voyez ici, la Casa da Musica à Porto. En 2000, Rem Koolhaas reçoit le Pritzker Prize, d'ailleurs le prix Nobel de l'architecture, on pourrait dire ça comme cela. Et en 2008, le Time dresse le top 100 des personnalités les plus influentes dans le monde et Rem Koolhaas apparaît aux côtés de Steve Jobs, de Karl Lagerfeld ou de Mark Zuckerberg. Enfin, pour la 12e Biennale de Venise, le Lion d'Or lui a été remis pour l'ensemble de son œuvre. Et le Conseil de l'Europe lui demande, dès 2001, de réfléchir à un nouveau drapeau. Voilà le projet pour un nouveau drapeau européen, et la communauté européenne, qui s'élargit progressivement, demande à Rem Koolhaas de travailler sur cette géographie expansible. Rappelez-vous, en 50 ans, entre 1957 et 2007, l'Europe a multiplié le nombre de ses États membres par 4, passant de 6 à 27. Sa population par 3 pour atteindre aujourd'hui près de 500 millions d'habitants depuis le Brexit. Et ça nous place quand même à la 3e place derrière l'Inde et la Chine. Et puis une superficie qui a été multipliée par plus de 3 pour atteindre 4,4 millions de kilomètres carrés aujourd'hui. Donc vous voyez ici une image à la fois expansible, pluriel de l'Europe. C'était le projet du code-barre de Koolhaas à la demande de Bruxelles. Une synthèse visuelle et symbolique, un signe un peu malicieux, qui compilait l'ensemble des drapeaux des pays membres et qui proposait d'en faire cette addition abstraite. Bon, vous imaginez bien que l'équation conceptuelle est malheureusement restée à l'état de projet parce que le code-barre a un peu effrayé les commanditaires. Mais on voit tout de même qu'on l'a utilisé dans un certain nombre de réunions et que la géographie de l'Union européenne, peu à peu, a acquis la dimension continentale du XXIe siècle. Sur le plan culturel, l'Europe a reçu une multiplicité d'influences au cours des âges. Elle comprend de nombreux pays qui possèdent à la fois un héritage commun, des différences linguistiques, religieuses et historiques, des apports récents venus avec la mondialisation. L'Europe, c'est un espace de civilisation forgé par une histoire millénaire. Née en Argentine, Amalia Pica travaille à Londres. Elle s'attache particulièrement au rôle de l'artiste dans le transport des messages, explore les métaphores des échanges et la participation civile. Alors, je vous montre ici une œuvre qui s'intitule « Une partie de cette couleur » de 2011, où l'on voit des drapeaux en papier, une aquarelle sur papier et un escabeau. C'est une pratique disciplinaire qui, en général, chez Amalia Pica, englobe l'installation, la vidéo et qui explore la complexité des connexions humaines. Toujours une approche ludique, des objets trouvés, des matériaux simples, un travail optimiste sur l'expérience partagée, qu'incorpore souvent l'idée de la fête, des célébrations communes avec des lampions, des lampions, des drapeaux, des bannières, des confettis, des arcs-en-ciel. Ici, des fanions, vous voyez, dont les différentes couleurs se retrouvent derrière, mélangées sur un tableau. Et vous voyez, de la fête concrète avec l'escabeau à l'abstraction colorée et effacée de la peinture, on perçoit bien la perte d'intensité du message. À l'image d'une identité européenne qui est vécue comme une abstraction. On est français, on est grec, on est allemand avant d'être européen. D'autant que dans l'Union européenne à 27 États membres, le grand public ignore le plus souvent les richesses historiques et culturelles communes à l'ensemble des citoyens européens. Je pense que c'est important que dans cet esprit d'unité, parce que nous tenons aux mêmes valeurs et aux mêmes principes fondamentaux qui sont au cœur de l'identité européenne, c'est-à-dire faire valoir les garanties d'une démocratie, le respect de règles communes, l'esprit de paix, ce sont des valeurs communes auxquelles on pourrait ajouter la libre circulation des personnes, naturellement. Et je pense que ça invite les artistes à réfléchir ensemble à ces propositions.
à celle-ci, et puis j'en rajouterai une qu'on traitera tout à l'heure, qui est l'euro, parce que personne ne peut nier la dimension culturelle de l'euro, même s'il est encore tôt pour évaluer ses effets anthropologiques et la conscience que l'on peut en avoir. L'Europe, c'est encore un processus politique et institutionnel en construction. Vous voyez ici une œuvre de Céleste Boursier-Mougenot, artiste français, né en 1961, qui s'intitule D'ici à l'oreille, qu'il a créé en 2012, From Here to Here, le jeu de mots est en anglais, et je trouve que ces petits oiseaux posés sur cette guitare électrique sont, ma foi, fort jolis. Je vais vous montrer une vidéo qui permet de poser le fait que l'Union européenne est l'incarnation d'un processus encore certes inachevé, dans l'enfance sur le plan politique, qui rencontre des difficultés, mais qui n'empêche pas l'élaboration d'une constitution commune. Boursier-Mougenot, quand il travaille avec cette œuvre, dit « Les dissonances n'empêchent pas pour autant la musique ». Alors vous savez, la plupart des compositeurs fuient le Larsen, qui est souvent lié à un problème technique. Eh bien lui, il cultive, l'exploite, le met en forme, le transforme. Et de cette métamorphose des sons vont naître des œuvres mélodiques, poétiques, voire méditatives. Il est musicien de formation. Céleste Boursier-Mougenot, qui a représenté la France à Venise en 2015, va se tourner vers les arts plastiques après avoir été compositeur. Il n'a de cesse, à travers ses installations sonores, de travailler à extraire, dit-il, le potentiel musical des objets les plus divers. Ici, une guitare électrique. Je vous invite à rentrer dans la volière de Céleste Boursier-Mougenot pour écouter en direct l'expérience des visiteurs. From Here to Here, concert de pattes sur guitares électriques, ni suspendu sur air de jeu sablonneuse, un dispositif vivant et éphémère, un ensemble organique qui réagit instantanément au battement d'ailes des oiseaux, au mouvement des visiteurs et à tous les autres aléas du réel. Comme l'Europe, c'est un ensemble organique qui réagit aux contraintes du réel. On le sait, la culture se joue et se négocie à l'intérieur d'enjeux géopolitiques. La Biennale de Venise, qui existe depuis 1895 et qui met d'une certaine façon les pays en concurrence à l'extérieur et à l'intérieur de l'Europe, en porte la démonstration. Vous voyez ici une œuvre intitulée La Fantasia de Latifa Echark, composée d'une vingtaine de porte-drapeaux peints en blanc, posés de part et d'autre de l'allée centrale des Giardini, et qui évoque la proposition utopique d'un monde débarrassé de toute ferveur nationale. J'ai dit Fantasia. Vous comprenez naturellement pourquoi. C'est la signification de cet ensemble géopolitique de la frontière qui se trouve ici interpellée. Nous sommes une Europe qui attire les flux migratoires. Et sans doute, ces porte-drapeaux ces mâts sans drapeau, vous voyez, qui abolissent la frontière, semblent aussi faits pour empêcher les pigeons voyageurs de se poser malheureusement. Alors, on peut interroger dans un volet spirituel les racines de l'Europe. Et les débats sur les racines chrétiennes de l'Europe montrent qu'il est difficile de définir le continent par une unité religieuse. Cet artiste, Martin Le Chevalier, artiste français né en 1968, nous propose le Saint Drapeau en 2009, qui est une performance vidéo de 2h15. Je vais vous en montrer un tout petit extrait. On est peu avant Pâques de Villeneuve et Martin Le Chevalier raconte qu'il retrouve chez lui un drapeau européen modifié par une présence inattendue. Le visage d'un homme barbu endormi apparaît au centre du cercle d'étoiles. Alors voilà,
Alors là, Martin Le Chevalier déclare avoir vainement cherché une explication rationnelle à cette transformation et il affirme que la seule réponse possible est qu'il s'agit là d'une apparition miraculeuse du visage du Christ. Il ajoute « Je ne suis ni croyant ni mystique, mais j'ai dû vaincre mon scepticisme et me rendre à l'évidence. » Il s'agit d'un message divin adressé à l'Europe. Ce visage qui est comme auréolé par la constellation européenne vient nous démontrer que l'identité de l'Europe est profondément chrétienne. Vous imaginez bien que ce drapeau qui va faire procession dans toute une partie des pays européens, en tout cas une partie de la Belgique en l'occurrence, va apporter à l'Europe ce message d'apaisement et d'espoir, dit Martin Le Chevalier. Et donc il s'est rendu en procession à Bruxelles pour y présenter aux institutions européennes le drapeau miraculé. Alors, allons quand même dans le sens de l'artiste, certainement pour vérifier si l'Union européenne ne serait pas parcourue par certaines contradictions et interroger la prétendue laïcité de cette union dans cette vidéo. Et donc, vous voyez, ça se terminait à Bruxelles, devant le Parlement européen. Et je vous propose de sauter immédiatement d'une rive à l'autre et de passer à Istanbul, où cet artiste turc, né en 1977, Burak Deliye, nous propose de réfléchir à la situation européenne et à l'intégration de nouveaux membres. Rappelez-vous, le débat sur l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne a été sous-tendu par ces clivages religieux. Et le contexte international favorisait grandement les convictions à l'emporte-pièce. Certains diront que la Turquie appartient ou non à l'Europe en fonction de si on met en avant l'accent sur l'héritage des Lumières, voire du christianisme, ou alors si l'Europe se trouve fondée sur une vision plus extensive du concept de culture européenne. Burak Deliye est cette jeune femme turque avec ce voile européen qui montre le portrait d'une femme voilée du drapeau européen, résumant ainsi les divisions et les dilemmes de la société turque. Et l'affichage dans la rue ramenait les vraies questions au cœur du peuple turc. La majeure partie du territoire se trouve au Moyen-Orient, mais l'histoire lui a donné une culture mixte entre la culture occidentale et moyen-orientale. Rappelez-vous, l'Empire romain d'Orient. Alors, l'une des caractéristiques de l'Europe moderne, c'est l'autonomie entre le religieux et le politique, et ça conduit progressivement à leur complète indépendance. Il est clair qu'aujourd'hui, les religions ne jouent plus un rôle de premier plan, bien qu'elles continuent à marquer fortement les réactions identitaires, réactions à la laïcité, réminiscence d'ondes de chocs historiques. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays européens qui comptent des musulmans parmi leur population. Et cette identité musulmane se revendique au cœur de la création artistique européenne depuis maintenant une trentaine d'années. Ici, vous voyez 4 Christ réalisés par Adel Abdessemed, artiste français né en 1971. Adel Abdessemed a été invité à travailler pour les 500 ans du retable d'Isenheim autour de l'œuvre de Matthias Grünwald. Et il a réalisé ces 4 Christ qui sont fabriqués par des enchevêtrements de fils de fer barbelés. Et ce qui est efficace ici, c'est la différence d'intensité qui émane de l'œuvre selon le regard adapté. De loin, ce qui marque le plus, c'est la lumière. On voit 4 Christ monumentaux, brillants de reflets argentés. Vous voyez, l'œuvre, elle redonne, ainsi que le retable d'Isenheim, son sens premier à la passion. Un homme sacrifié sur l'autel de la violence de ses semblables, dans le but de les éclairer. Pas de sang, pas de miasme, pas de ciel cataclysmique, juste des barbelés qui à eux seuls sont porteurs des violences d'une époque, la nôtre, de son lot quotidien de martyrs, de prisons, de tranchées, de checkpoints. N'oublions pas que le rôle du christianisme a aussi été parfois un rôle diviseur du continent. Rappelez-vous aujourd'hui les fractures religieuses qui perdurent encore entre l'Église orthodoxe et l'Église romaine. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi l'Europe pouvait ressembler de l'extérieur? C'est la question que nous pose Blue, graffeur depuis 1999 qui s'empare ici d'un mur de séparation à Melilla au Maroc. L'artiste dit « Elle ressemble à une clôture électrifiée énorme décorée avec du fil de fer barbelé ». Il a réalisé un mur représentant des Africains agglutinés autour d'un drapeau européen où les étoiles ont été remplacées par des fils de fer barbelés, reprenant les barricades et les murs signifiant les frontières réelles de l'Europe. Oui,
la question des flux migratoires révèle les ambiguïtés de l'intégration européenne. On a un assouplissement des frontières intérieures relatif depuis la Covid qui s'est accompagné d'une plus grande rigidité des frontières extérieures. L'Union européenne, où de nombreux migrants affluent chaque jour, se trouve confrontée au trafic des êtres humains, avec tous les drames que cela engendre. J'ai envie de dire, et le gros plan fait force de foi, en dépit des déclarations d'intention, il n'y a pas encore réellement de politique communautaire sur l'immigration, qu'elle soit légale ou clandestine, et les camps de rétention se multiplient dans tous les pays de l'Europe. Alors que pourtant, depuis la fin des années 80, rappelez-vous, le solde migratoire est devenu le premier moteur de la croissance démographique en Europe, et ça a contribué même à un fort redressement de la croissance de la population de l'UE. Il y a une question qui se pose, qui est la possibilité de l'intégration européenne ou peut-être une direction qu'on pourrait sentir parfois chez certains États membres du retour aux États-nations. Je crois que l'assimilation État-nation-peuple, elle est à l'origine d'un certain nombre de confusions sur lesquelles se construira le nationalisme au XXe siècle. Et on voit cette œuvre ici de Maurizio Cattelan qui s'intitule « Lui », une œuvre de 2001 qui fait vraiment, qui est une figure marquante de l'art contemporain européen aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on voit? On est dans le ghetto de Varsovie, dans le ghetto de Cracovie. Elle a été installée là en 2016 et pendant 4 ans. On voit un homme qui prie. En réalité, en s'approchant, on s'aperçoit que c'est un enfant short qui prie. Et on le voit de dos et on ne peut pas le voir de face. Et lorsqu'on s'approche, on se prend de plein fouet le visage du Führer. Et donc, vous voyez, Maurizio Cattelan bouscule les consciences pour qu'elles n'oublient pas la cruauté, la tristesse, tout ce qui est porté par l'idée aussi que c'est le mal chez un homme ordinaire. C'est une façon de nous mettre en garde contre toutes les idéologies, sans aucun doute, peut-être aussi une demande de pardon et évidemment le devoir de mémoire. Alors la chute des régimes communistes, elle a ravivé un sentiment national qui avait été entretenu à d'autres fins par les pouvoirs totalitaires à l'Est. Et la violence du nationalisme, elle a été très forte. Il serait vain d'analyser en quelques minutes la complexité du sentiment national en Europe orientale. Cependant, voici une œuvre de Yael Bartana, artiste israélienne, née en 1970, et il serait dangereux de ne pas prendre en compte les aspirations de peuples qui revendiquent un État à la fois représentatif de leur identité et en même temps leur intégration dans une Europe unie. Parce qu'on peut faire les deux, et il n'y a rien de plus dangereux que de voir aujourd'hui cette multitude des mouvements nationalistes qui expriment à la fois l'inquiétude de groupes humains de voir leur identité sociale absorbée par les États, et peut-être d'un côté le manque de réponse des États-nations face à la montée de l'exclusion sociale. Ici, cette œuvre était présentée dans le pavillon polonais de la dernière Biennale à Venise. Non, pas de la dernière, une des précédentes. C'était une trilogie de Yael Bartana qui était dédiée au mouvement de la Renaissance juive en Pologne. Là, je vous laisse un temps, là, parce que le mouvement de la Renaissance juive en Pologne, vous pouvez imaginer que c'est un groupe politique fictif qui a été initié par l'artiste. Le mouvement appelle le retour de 3 millions de juifs sur la terre de leurs ancêtres. Et donc, elle va proposer, à travers 3 récits, une sorte de psychothérapie nationale expérimentale. Évidemment, ça va réveiller tous les démons historiques et ça va ramener à la surface les questionnements, et en particulier celui des nationalismes au XXe siècle, du sionisme au nationalisme polonais, et puis d'un autre côté, sans aucun doute pour Yael Bartana, le problème de l'absence d'un État palestinien. Vous imaginez que toute cette colonie de pionniers va construire un kibbutz en plein cœur de la Pologne. Vous imaginez que nationalisme égale terrorisme, ça évidemment a un écho extrêmement fort. Restons au Reichstag, restons dans une Europe qui nous parle de cette cosmopolitisation européenne, et la ville de Berlin et la culture berlinoise et ses acteurs ont été, depuis la fin de l'année 89 et la chute du mur, au cœur d'une sorte de mouvement brownien dont la force ne se dément pas. C'est une ville en plein bouillonnement. Berlin, c'est un chantier culturel et politique. Et on voit ici une œuvre de 1995, le Reichstag emballé,
On avait vu le pont neuf à Paris, mais vous voyez ici ce Reichstag emballé par-delà la réunification. Il est porteur de l'histoire européenne, porteur de la chute du mur de Berlin en novembre 1989, qui marquait sans aucun doute de manière symbolique la chute du bloc de l'Est. Et avec l'effondrement de l'URSS en décembre 1991, on peut dire que la guerre froide est définitivement terminée. Certains expliquent même que c'est la fin du monde bipolaire et l'entrée dans un monde global. L'actualité peut nous faire réfléchir, mais vous voyez bien que cet emballage crée un objet abstrait, que ça lui enlève ses particularités nationales, et que du coup, on pourrait dire qu'avec les œuvres de Christo, on assiste à une cosmopolitisation du monde qui naît de la prise de conscience d'une je ne sais pas comment le dire, mais une interdépendance planétaire. Oui, on peut dire ça comme ça, peut-être que les dangers écologiques d'un côté, l'interdépendance économique, et on l'a vu là, en l'occurrence après les mois de fermeture, ou le terrorisme ont éveillé une opinion publique mondiale consciente qu'il faut dépasser la vision nationale. C'est une chance de l'Europe. Le lancement du processus d'unification européenne et ses élargissements successifs ne signent pas pour autant l'avènement d'une histoire unique. Regardez ici, vous êtes dans la cour du Conseil de l'Union européenne à Bruxelles, Antropa, une œuvre de 2009 d'un artiste tchèque né en 1967, David Černý. C'est une œuvre qui est installée donc lors de la présidence de la République tchèque et ça en dit long sur les aléas de l'unité européenne. Les Tchèques avaient choisi comme slogan cette année-là « l'Europe sans barrières ». Et donc c'est pour faire tomber des préjugés, des stéréotypes entre pays européens qu'ils avaient demandé à David Černý, très célèbre dans son pays pour son goût de la provocation. Une anecdote très drôle, son premier grand coup en 91, c'était d'avoir peint en rose le char soviétique de la grande place de Prague qui symbolisait la libération de la ville par l'armée rouge. Alors vous imaginez que la colère que ça a provoqué à Moscou, et ça a valu à David Černý quelques mois de prison. Donc il a été demandé à David Černý de réunir 27 artistes des 27 pays de l'UE pour que chacun représente son pays à l'image d'un préjugé dont il est victime. En fait, les artistes présentés de manière très officielle dans une brochure n'existent pas. Tous les pays ont été représentés de façon caricaturale par un seul et même homme, David Černý lui-même. Il devait réunir une sorte de grand puzzle symbole de la diversité de l'UE. Rappelez-vous la devise de l'UE, unie dans la diversité. Et donc, ça a été une méga imposture. Et même le gouvernement tchèque a été victime de cette blague. Ils ont quand même choisi de maintenir l'œuvre en signe d'autodérision. Et c'était assez étonnant puisque certains États ont été très choqués de la façon dont leur pays était représenté. La Bulgarie qui était transformée en toilette à la turque géante. D'ailleurs, le gouvernement bulgare en avait demandé le retrait. Et d'autres qui n'étaient pas épargnés par la caricature. Les autorités allemandes ici, vous voyez, qui sont comme une forme presque de croix gammée. Il y a une Espagne qui est recouverte de béton. Un Luxembourg ici qui est à vendre et plaqué or. La Grande-Bretagne. Alors la Grande-Bretagne. Ah bah oui, la Grande-Bretagne, elle n'y est pas. C'est une œuvre de... Ah oui, parce qu'ils ont un sentiment européen qui est varié, donc c'était en œuvre de 2009. Voyez. Et puis la France, évidemment, la France qui s'affiche avec un panneau grève. Vous imaginez à quel point ça a été une œuvre scandaleuse. Et on espère que sous la présidence française du Conseil de l'UE pour le premier semestre 2022, on aura une très belle œuvre à venir. Voilà, on va terminer sur ces questions qui font le lien entre l'Europe. L'euro, c'est sans aucun doute le symbole le plus tangible de l'unité européenne. Et d'après la Commission européenne, l'euro est inspiré de la lettre grecque epsilon, vous savez, il fait référence à la première lettre du mot Europe. Donc les deux lignes parallèles symbolisent la stabilité de l'euro. Et on voit ici le Yes de Jacques Villeglé, très grand artiste français qui a été l'un des membres éminents du nouveau réalisme avec Klein, ou Niki de Saint-Phal et beaucoup d'autres, Armand, César. Et on voit Jacques Villeglé qui nous propose ici de mettre au même niveau les grands partenaires de la mondialisation pour former un oui concerté, un oui pour le monde, une très grande œuvre en acier corten qui a été présentée donc devant le Parlement de Bruxelles, le yen, l'euro et le dollar. Alors maintenant, il y a pas mal d'artistes qui reposent la question de la toute-puissance de l'économie aujourd'hui en Europe. Un monde à l'intérieur duquel l'Union européenne doit, sans aucun doute, apporter aujourd'hui un nouveau souffle et une nouvelle ambition.
Et ici, vous avez une œuvre de Maurizio Cattelan, encore lui, né en 1960, qui s'intitule Love. On est on est à Milan, donc en 2010, Piazza Affari. C'est en marbre blanc et en travertin romain. Ça fait 10 mètres de haut. C'est énorme et ça joue avec l'esprit néoconservateur qui était très dans l'ère du contexte politique italien sous Berlusconi. Donc, vous voyez, une sculpture classique montée sur socle, monumentalisée dans l'esprit de l'antique. Une sculpture que l'artiste dit avoir trouvée dans le sol, une immense main qui fait le salut romain à l'empereur, mais malheureusement les doigts sont coupés et ils ont été cassés avec le temps, il ne reste plus que le majeur. Voilà, un énorme doigt d'honneur adressé par le bâtiment qui est derrière au reste du monde. Je vous dis tout de même, rappelez-vous, ça vient, le titre c'est Love. Love, vous savez, c'est la fameuse Nuit du chasseur où cet arnaqueur essaie de voler la veuve et l'orphelin. Alors, ici, vous voyez, je fais un petit zoom et vous voyez qu'il se trouve que ce Love se trouve face à cet immense bâtiment que vous avez vu ici, qui n'est autre que la Bourse. Et donc, vous avez là un énorme doigt d'honneur aux traders milanais eux-mêmes qui auraient là trouvé plus fort qu'eux, puisqu'il se trouve que Maurizio Cattelan est un des artistes les plus connus au monde, qu'il fréquente les mêmes personnalités que le directeur de la bourse de Milan, qui a téléphoné au maire de Milan en lui disant « Écoutez, vous allez me foutre ça ailleurs, hein, ça va bien, c'est quand même ridicule ». Et Maurizio Cattelan en a été informé, et donc il a contacté le maire de Milan en lui proposant d'offrir l'œuvre à la ville. Plusieurs millions. Et évidemment, ça permet de faire rentrer dans la colonne du bilan actif de la ville une grande somme d'argent. Et la sculpture est restée. Et donc, vous voyez, c'est intéressant de voir que parfois les artistes ont le dernier mot, ce qui est plutôt fort rare aujourd'hui. Bien, nous allons conclure ce moment passé ensemble en réfléchissant à la façon dont on peut penser en plusieurs peuples. Je crois que l'Europe et plus particulièrement la Grèce et la Rome antique sont les berceaux de la civilisation occidentale. Vous voyez ici une œuvre à nouveau d'une artiste tchèque, née en 1980, Match Smetana, qui nous montre ici une photographie, une impression sur Dibon qui fait 1,50 m sur presque 1 mètre. Une photographie qui est prise à l'instant T, où on voit, vous voyez, ce tétraèdre, ce toit, ou ces gouttes au-dessus d'un bain de plâtre. Et du coup, par le fait simplement de laisser s'égoutter le plâtre à l'intérieur de cette structure ajourée, eh bien, on a les colonnes qui figurent un temple grec. Et donc se fait la même association formelle que l'artiste en la regardant. On se dit, tiens, les colonnes, elles sont quand même fragiles, hein. On a l'impression que ça semble plus être à même de servir de fondation. Est-ce que ce serait là l'image d'un récit autour de la prédominance de la culture occidentale qui serait en cours de fragilisation, qui ne peut pas se solidifier? Je vais faire appel ici à Edgar Morin, vous savez, qui soutenait quelque temps avant la chute du mur de Berlin, dans un ouvrage qui était paru en 87 et qui était intitulé « Penser l'Europe », que toute définition de l'identité culturelle européenne était vouée à l'échec parce qu'elle tendrait à la figer dans une spécificité ou une singularité qui peut être introuvable. Autrement dit, il nous incitait, Edgar Morin, à nous défier d'une idée reçue de l'Europe. Alors, en conclusion, j'ai envie de me poser la question, existe-t-il une culture européenne? Vous voyez, au niveau de l'UE, prise dans son ensemble, la majorité des citoyens considèrent que leur continent se distingue de la culture occidentale, mais aussi qu'une majorité d'entre eux estiment qu'il existe un degré élevé de diversité culturelle au sein de ce même continent. Et pourtant, plus des 3/4 sont d'accord avec l'idée que la culture européenne est unique et précieuse de par sa diversité. L'idée que le continent est uni par une histoire partagée est largement répandue par les Européens. Et donc, on se sépare avec cette œuvre de Frank Scurti, un artiste français né en 1965. Ça s'intitule « I love you » égale Uno, un, une œuvre de 2000, des fleurs en tissu peintes. On parle aujourd'hui de big history, de world history, pour parler d'une histoire globale, universelle. Il y a une approche comme ça pluridisciplinaire qui examine l'histoire du début des temps jusqu'à l'époque actuelle, sans se limiter à l'histoire de la race humaine. Je crois que si on devait dire un dernier mot, eh bien, je crois que cet objectif
là, doit rester affiché. C'est-à-dire croiser les regards disciplinaires, décloisonner les spécialités et les spécificités qui ont émergé au XXe siècle de façon à mettre en évidence de grands thèmes d'évolution et les motifs récurrents. Il s'agit de sortir des cadres nationaux, de multiplier les points de vue sur l'histoire, de s'attacher à sortir d'un certain européocentrisme. Voilà, donc à l'image de ce bouquet qui représente peut-être le bouquet final d'un monde plus avenant, eh bien, et parce que mieux appréhendé, eh bien, j'ai envie de suivre béatement Paul Ricoeur qui nous proposait de tendre vers la vie bonne, avec et pour les autres, au sein d'institutions justes. Ben, merci beaucoup, Christian, pour cette conférence passionnante. Donc, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à la suivre. Évidemment, il y a énormément de malice derrière toutes ces créations internationales, qu'elles soient européennes ou hors Europe, de la part de ces artistes qui, finalement, démontrent quand même qu'il y a, à défaut d'une identité européenne, il y a un art européen, un art qui convoque en effet évidemment les valeurs, les idées qui sous-tendent en effet ce projet. Donc peut-être qu'on peut espérer que cette identité européenne, en tous les cas, soit de mieux en mieux, cette citoyenneté mieux en mieux comprise par nos citoyens à travers évidemment la reconnaissance, la connaissance de l'Europe et de ses projets. On peut peut-être même souhaiter qu'à l'occasion de la présidence française de l'Union européenne, premier semestre 2022, il y ait plus d'argent qui soit évidemment consacré à la valorisation des projets au-delà du seul logo européen. Je rappelle le 1% culturel, Christian, qui est un sujet que vous connaissez bien, ce 1% qui encourage en effet pour les grands projets d'urbanisme ou autres à reverser en effet 1% pour de la création. Peut-être qu'on peut imaginer que les budgets européens et les projets soient financés à hauteur de 1% pour leur valorisation et leur communication par des professionnels. Ça permettrait aux Européens peut-être de comprendre un petit peu mieux où va leur argent et en effet quel est le bien fondé et le bénéfice qu'apporte l'Europe pour eux. Voilà, moi je remercie vraiment sincèrement le mouvement européen et Bordeaux Métropole pour cette conférence parce que évidemment grâce à l'art, grâce à Christian Palatier, on a vu que évidemment l'art permet le dialogue, le débat, ne donne pas forcément de leçons, mais pose des questions. Et évidemment, dans la mission du mouvement européen, il s'agit de pouvoir alimenter le débat sur l'Europe. Donc, je ne peux évidemment qu'encourager ceux qui ne sont pas encore membres, peut-être comme vous, Christian Palatier, du mouvement européen, à nous rejoindre et puis évidemment à découvrir cette galerie à Bordeaux, Bakery Art Gallery, où vous retrouverez Christian Palatier et son épouse qui a un projet d'art culinaire, si on peut le dire, tout aussi stimulant. Voilà un dernier mot, enfin, pour dire évidemment que grâce à l'art, et à l'Europe, en ce 9 mai, on fait un message de solidarité. Évidemment, un monde de la culture qui a pas mal souffert depuis mars dernier, en tout cas mars d'il y a 15 mois déjà. Et puis un message d'espoir pour les prochaines générations, évidemment avec Jean Monnet, je crois une citation qui est injustement attribuée à Jean Monnet qui disait « S'il fallait tout recommencer, je recommencerais par la culture ». Donc voilà, je pense qu'on a fait un très beau voyage en ce 9 mai. Merci à tous, au plaisir de vous retrouver bientôt et très bonne fête de l'Europe à tous et à toutes.